Parfois, les moments les plus froids de la vie n'ont rien à voir avec le temps qu'il fait. Parfois, vous vous retrouvez complètement seul, sans personne vers qui vous tournez, sans personne qui se soucie de savoir si vous passerez la nuit. Wyoming, 1882. Margaret Ellis était assise sur un banc gelé dans une gare de montagne après qu'une tempête de neige eut bloqué la ligne ferroviaire. Tout le monde était rentré chez soi. Elle n'avait pas de maison où retourner. La ville ne voulait pas entendre parler d'une veuve sans le sou, et le stagiaire de l'Est n'est jamais venu. C'est alors qu'un montagnard nommé Elias Boone est sorti de la tempête et l'a trouvé là. Ce qu'il fit ensuite changea leur vie à tous les deux pour toujours. Mais que se passe-t-il lorsque deux personnes qui ont tout perdu se retrouvent au milieu de nulle part? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, oubliez ce page. N'oubliez pas de vous abonner car demain, je vous réserve quelque chose de trop spécial. Elias Boone ne s'attendait pas à trouver une autre âme à la gare. Il ne s'attendait certainement pas à trouver une femme à moitié gelée sur un banc, les lèvres pâles comme la neige, les mains agrippées à un morceau de papier, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'envoler complètement. Le vent hurlait sur le quai désert, et son cheval s'agitait sous lui, de la vapeur s'échappant de ses naseaux dans le froid glacial. Il descendait des hautes terres depuis 3 jours, empruntant les cols étroits alors que l'hiver resserrait son emprise sur les montagnes du Wyoming. Il avait vécu là-haut pendant 5 ans, seul dans une cabane qu'il avait construite de ses propres mains, loin des villes et des gens, et des souvenirs qui avaient autrefois menacé de le noyer. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait enterré sa femme Sarah et sa fille Emma dans des tombes qu'il avait creusées lui-même, le sol gelé, les mains ensanglantées à la fin du travail. Elles étaient mortes à 2 jours d'intervalle, la fièvre les ayant envahies comme un feu de forêt, et il avait été impuissant à l'arrêter. Les hommes qui avaient apporté cette fièvre étaient des commerçants de passage. Ils savaient qu'ils étaient malades. Ils étaient venus quand même, vendant leurs marchandises, serrant des mains, répandant de la mort. Après la mort de Sarah et Emma, Elias avait suivi ces hommes à travers 2 territoires. Il les avait retrouvés dans un campement près de la frontière du Colorado. Il n'avait pas beaucoup parlé lorsqu'il les avait trouvés. Il les avait simplement abattus un par un et avait laissé leur corps aux oiseaux. Ce jour-là, il était devenu un homme recherché, pas comme les hors-la-loi qui volèrent des banques ou du bétail, mais recherché quand même. Il s'enfuit dans les montagnes où aucun homme de loi ne le suivrait, où les hivers étaient suffisamment rigoureux pour éloigner même les plus désespérés. Il apprit à vivre avec le silence, la solitude et le poids de ce qu'il avait fait. Mais maintenant, en regardant la femme assise sur le banc, il sentit quelque chose remuer en lui, quelque chose qu'il croyait mort avec sa famille. Ce n'était pas tout à fait de la pitié, ni tout à fait de la reconnaissance, mais quelque chose de plus profond. La compréhension qui vient quand on voit une autre personne se tenir au même bord que celui où l'on se tenait soi-même autrefois. Il descendit lentement de cheval, ses bottes crissant dans la neige fraîche. La femme ne leva pas les yeux. Elle avait les yeux fermés et respirait faiblement. Des cristaux de glace s'étaient formés sur ses cils. « Maman, dit-il doucement. Elle ne répondit pas. Il s'agenouilla à côté d'elle et retira un gant pour toucher sa main. Sa peau était froide comme de la pierre. Il regarda autour de lui la gare déserte. La guichet était fermée. Aucune fumée ne s'échappait de la cheminée du chef de gare. Tout le monde était rentré chez soi depuis des heures, voire des jours. La ligne ferroviaire avait été fermée lorsque la tempête de neige avait frappé, et elle ne fonctionnerait plus avant que le printemps ne dégage les cols. « Madame, dit-il à nouveau, avec plus d'insistance cette fois, vous devez vous réveiller. » Elle ouvrit les yeux. Il remarqua qu'ils étaient bruns, d'un brun profond, comme l'eau d'un ruisseau coulant sur des pierres. Ils se fixèrent lentement sur lui, la confusion laissant place à la peur. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. Sa voix était à peine audible. « Je suis gelé. »« Je sais, dit-il. Pouvez-vous vous lever? » Elle essaya. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe et la souleva dans ses bras. Elle ne pesait presque rien. À travers son manteau fin, il pouvait sentir à quel point elle était devenue frêle. Depuis combien de temps était-elle assise là? « Mon sac, murmura-t-elle en désignant faiblement un petit sac en tapisserie posé par terre. Il le ramassa d'une main, la tenant de l'autre, et porta les deux jusqu'à son cheval.
La maître en selle demanda un certain effort, où elle pouvait à peine se tenir debout. Il monta derrière elle, les enveloppant tous les deux de son manteau, et dirigea le cheval vers les montagnes. Le trajet jusqu'à sa cabane dura 4 heures. La femme perdait et reprenait conscience, s'affaissant contre lui. Il continuait à lui parler doucement et régulièrement, lui disant de rester éveillé, de tenir bon. Il ne savait pas si elle l'entendait. La neige tombait de plus en plus fort à mesure qu'il grimpait, et le vent transperçait même ses vêtements épais. Mais son cheval connaissait le chemin, et finalement, la cabane apparut à travers les arbres, petite, solide et chaleureuse. Il la porta à l'intérieur et la déposa près de la cheminée. Les braises du matin brillaient encore faiblement. Il raviva rapidement le feu, attisant les flammes avec du petit bois, ajoutant des bûches plus grosses jusqu'à ce que la chaleur commence à envahir la pièce unique. Puis il se tourna vers la femme. Il apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Margaret Ellis. Elle avait 28 ans, mais le chagrin avait vieilli son visage. Elle avait été mariée à Thomas Ellis, un commerçant dans une ville située à 2 jours de cheval d'ici. Thomas était mort d'une pneumonie 8 semaines auparavant, ne laissant derrière lui que des dettes. Les créanciers vinrent en premier, puis le propriétaire. Margaret n'avait nulle part où aller et pas d'argent pour s'y rendre. Le frère et la belle-sœur de Thomas lui avaient clairement fait comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue chez eux. Une veuve sans le sou était un fardeau, disait-il. Une honte. Margaret avait donc vendu le peu qu'il lui restait et acheté un billet pour l'Est chez un cousin dans l'Ohio qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Elle ne savait pas si son cousin l'accueillerait. Elle n'avait pas d'autre plan. Mais le train n'est jamais arrivé. La tempête de neige avait bloqué le col, le chef de gare était parti, tous les autres avaient trouvé refuge, et Margaret était simplement assise sur ce banc parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle serrait contre elle la dernière lettre que Thomas lui avait écrite, la semaine avant sa mort, dans laquelle il lui disait combien il l'aimait et combien il était désolé de la laisser sans rien. Mais Elias ne savait encore rien de tout cela. Tout ce qu'il savait, c'était qu'une femme était en train de mourir devant lui et qu'il devait la sauver. Il l'enveloppa dans toutes les couvertures qu'il possédait. Il fit chauffer de l'eau et lui fit boire du bouillon, cuillère après cuillère, avec précaution. Il vérifia ses mains et ses pieds pour voir s'ils étaient gelés et fut soulagé de constater que les dommages étaient superficiels. Pendant tout ce temps, elle ne dit rien. Ses yeux le suivaient, fatigués et épuisés, mais elle ne parlait pas. Quand elle finit par s'endormir profondément, la respiration profonde et régulière, Elias s'assit et la regarda. Ses cheveux noirs s'étaient détachés de leurs épingles et s'étalaient sur l'oreiller. Son visage, qui reprenait des couleurs, était beau d'une manière tranquille. Des os solides, un menton déterminé, le genre de visage qui avait connu des épreuves et y avait survécu. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La nuit était tombée complètement. La neige continuait de tomber, lourde et implacable. Le col était désormais fermé, complètement impraticable. Même si elle voulait partir, même si elle avait un endroit où aller, elle ne le pouvait pas. Pas avant des semaines, voire des mois. Il avait accueilli une étrangère chez lui, une femme, la première personne à mettre les pieds dans cette cabane depuis qu'il l'avait construite 5 ans auparavant. Il ne savait pas quoi faire de cette situation. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Il lui avait sauvé la vie. Oui, mais maintenant, que faire? Hélas regarda l'étagère où il gardait les affaires de Sarah. Sa brosse à cheveux, son nécessaire à couture, la poupée en bois qu'il avait sculptée pour Emma. Il n'avait pas touché à ces objets depuis des années. Il ne pouvait se résoudre à le faire. Mais ils étaient là, toujours là, lui rappelant ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fui. La femme remua dans son sommeil, murmurant quelque chose qu'il ne comprit pas. Il se retourna pour la regarder. Elle semblait incroyablement petite dans son grand lit, entourée de ses couvertures rugueuses, vulnérables, dépendantes de lui à présent. Il avait passé 5 ans seul par choix, 5 années de silence et de solitude, à vivre avec sa culpabilité et son chagrin. Il s'était dit que c'était ce qu'il méritait, qu'il ne laisserait plus jamais personne s'approcher suffisamment pour le perdre, qu'il était plus en sécurité seul et que le monde était plus sûr sans lui. Mais elle était là, cette femme, cette inconnue, qui bouleversait déjà tout. Elias retourna s'asseoir lourdement dans son fauteuil près du feu. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il se contenta de la regarder respirer et se demanda ce que le matin lui apporterait.
Margaret se réveilla avec l'odeur du café et de la fumée de bois. Pendant un instant, elle ne se souvint pas où elle était. Le plafond au-dessus d'elle était en bois brut, et non en plâtre peint comme dans la pension où elle avait passé sa dernière nuit en ville. Les couvertures qui la recouvraient étaient en laine épaisse, rugueuse contre sa peau, rien à voir avec les fines drops de coton qu'elle connaissait chez Thomas. Puis ses souvenirs lui revinrent d'un coup. La gare, le froid, l'homme à cheval. Elle s'assit trop rapidement et sa tête se mit à tourner. Une main stabilisa son épaule, doucement mais fermement. Doucement, dit l'homme. Vous avez traversé une épreuve difficile. Margaret se tourna pour le regarder correctement pour la première fois. Il était plus âgé qu'elle ne l'avait pensé, peut-être 40 ans, avec un visage buriné et des mèches grises dans sa barbe sombre. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, de la couleur du ciel d'hiver. Ils reflétaient de la gentillesse, mais aussi une certaine réserve, une certaine prudence. Où suis-je? Sa voix était rauque dans ma cabane, à environ 25 kilomètres de la gare. Il lui tendit une tasse en étain. Buvez lentement. Le café était fort et amer, mais chaud. Elle enroula ses deux mains autour de la tasse et but une gorgée, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Alors que son esprit s'éclaircissait, la prise de conscience s'installa. Elle se trouvait dans la maison d'un inconnu, seule avec lui, à des kilomètres de tout. Je devrais partir, dit-elle, sans toutefois faire mine de se lever. Impossible, répondit-il simplement. La tempête a fermé le col hier soir. Il ne rouvrira pas avant le printemps. Margaret le fixa du regard. Le printemps, c'est dans plusieurs mois, février probablement, mars s'il neige encore, mais je ne peux pas rester ici. La panique lui monta à la gorge. Je dois aller vers l'est. Mon cousin m'attend. L'expression de l'homme resta impassible. Votre cousin devra attendre. Si vous essayez de traverser ce chemin maintenant, vous mourrez. C'est aussi simple que cela. Les mots étaient directs, mais pas méchants. Margaret regarda vers la fenêtre. La neige s'accumulait contre la vitre, épaisse et blanche. Elle pouvait à peine voir les arbres derrière. La réalité de sa situation s'abattit sur elle comme un poids. « Je ne connais même pas votre nom, » murmura-t-elle. « Elias Boone, » répondit-il après une pause. « Et vous êtes? » « Margaret Ellis. » Elle hésita, puis ajouta. « Veuve Ellis. » Il acquiesça comme s'il l'avait déjà deviné. Toutes mes condoléances, ces mots formels, si souvent dénués de sens, semblaient sincères venant de lui. Margaret se surprit à croire qu'il comprenait. Quelque chose dans son attitude, dans la distance prudente qu'il maintenait, suggérait un homme qui connaissait le chagrin de première main. « Depuis combien de temps suis-je ici? » demanda-t-elle. « 1 jour et demi. Vous avez dormi toute la journée d'hier. » Margaret baissa les yeux vers elle-même. Elle portait toujours sa robe, mais quelqu'un lui avait retiré ses bottes et son manteau. Le caractère inconvenant de la situation la frappa de plein fouet. Une veuve seule avec un célibataire dans sa maison. Si quelqu'un en ville l'apprenait, sa réputation serait complètement détruite. Non pas qu'il lui restât beaucoup de réputation à perdre. « Je n'ai aucun moyen de vous payer, » dit-elle doucement. « Pour votre aide, pour la nourriture, je n'ai presque rien. Je ne te demande pas de paiement. »« Alors, que veux-tu? » Elias se leva et se dirigea vers la cuisinière, versant quelque chose d'une casserole dans un bol. « Je veux que tu manges ce ragoût et que tu reprennes des forces, c'est tout. » Il lui tendit le bol. Il sentait le gibier et les légumes racines. Son estomac se noua de faim, si forte qu'elle en avait mal. Elle n'avait pas mangé de vrai repas depuis des jours. « Merci, » parvint-elle à dire. Il hocha la tête et retourna s'asseoir près de la cheminée. Il prit un morceau de cuir et un couteau et se remit à travailler sur ce qui semblait être la réparation d'un harnais. Le silence s'étendit entre eux, seulement rompu par le crépitement du feu et le hurlement du vent à l'extérieur. Margaret mangea lentement, l'observant lorsqu'elle pensait qu'il ne la regardait pas. Ses mains bougeaient avec une habileté experte sur le cuir. Tout dans la cabane témoignait d'une grande autonomie. Les étagères bien rangées avec des conserves, les outils suspendus à des crochets, le bois de chauffage empilé avec précision près de la porte. C'était un homme qui vivait seul depuis longtemps. « Qui préférait cela? Pourquoi m'avez-vous aidé? » demanda-t-elle finalement. Elias ne leva pas les yeux de son travail. « Cela me semblait être la bonne chose à faire. La plupart des hommes seraient passés sans s'arrêter. Je ne suis pas comme la plupart des hommes. » Il n'y avait aucune vantardise dans cette affirmation. Juste un constat.
Margaret posa le bol vide et serra les couvertures autour de ses épaules. La cabane était chaude, mais elle ne pouvait s'empêcher de trembler. Le choc, peut-être, ou simplement le poids de la prise de conscience que sa vie avait pris un nouveau tournant. Un tournant qu'elle n'avait pas choisi. Je ne serai pas un fardeau, dit-elle. Je peux cuisiner, nettoyer, réparer des choses. Je gagnerai ma vie. Ce n'est pas nécessaire. Pour moi, ça l'est. Sa voix fut plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai déjà été un fardeau trop lourd. Pour la famille de Thomas, pour la ville. Ça ne se reproduira plus. Elias leva enfin les yeux. Son regard croisa celui de Margaret, ferme et mesuré. Vous n'êtes pas un fardeau, Madame Ellis. Vous êtes une personne qui avait besoin d'aide. Il y a une différence. Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se détourna, gênée. Elle avait tellement pleuré au cours des 2 derniers mois qu'elle pensait ne plus avoir de larmes. Mais cette gentillesse inattendue, semblait avoir libéré quelque chose en elle. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Vous n'avez pas à vous excuser, dit-elle en s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Que vont penser les gens quand ils apprendront que j'ai passé l'hiver ici avec vous? Personne ne le saura. Personne ne vient ici. Je n'ai vu personne depuis 5 ans. 5 ans. Margaret le regarda avec une nouvelle compréhension. Vous êtes seul depuis tout ce temps? Par choix. La façon dont il le dit indiquait clairement que le sujet était clos. Margaret n'insista pas. Elle comprenait qu'il y avait des choses dont on ne souhaitait pas discuter, mais dont la douleur était trop profonde pour être abordée dans une conversation informelle. La journée passa lentement. Elias lui montra où se trouvaient les différentes choses. Les toilettes à l'arrière, le puits dont il fallait dégager la neige chaque matin, la cave à légumes creusée à flanc de colline. Il lui expliqua le fonctionnement de l'endroit, le travail à accomplir. Margaret écouta attentivement, mémorisant tout. Si elle devait rester ici pendant des mois, elle devait se rendre utile, apporter sa contribution. C'était la seule façon pour elle de supporter la situation. Ce soir-là, alors que la nuit tombait tôt et complètement, Elias lui céda son lit et s'installa sur une paillasse près du feu. Margaret protesta, mais il ne voulut rien entendre. Elle resta éveillée pendant des heures, fixant le plafond, écoutant sa respiration calme à l'autre bout de la pièce. L'étrangeté de la situation la submergeait. Quelques semaines auparavant, elle était mariée, installée, en sécurité. Maintenant, Thomas était mort. Elle avait perdu sa maison et se retrouvait piégée dans une cabane de montagne avec un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui avait sauvé la vie. Elle en était certaine, cependant. Sans lui, elle serait morte de froid sur ce banc, seule et inconnue. Quoi qu'il arrive maintenant, quoi que cet hiver lui réserve, elle lui devait bien cela. Dans l'obscurité, Margaret chercha sous son oreiller et trouva la lettre qu'elle avait serrée dans sa main à la gare. La dernière lettre de Thomas, elle ne pouvait pas la lire dans le noir, mais elle en connaissait chaque mot par cœur. Il lui avait promis que tout irait bien, qu'ils construiraient une belle vie ensemble, qu'il prendrait toujours soin d'elle. Toutes ces promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Margaret plia soigneusement la lettre et la rangea. Demain, elle commencerait à apprendre à survivre dans cet endroit, à vivre dans ce monde étrange et nouveau où elle n'était ni épouse, ni veuve, ni invitée, ni prisonnière. Quelque part entre les deux, dans une situation indéfinie. De l'autre côté de la pièce, Elias bougea sur sa paillasse. Margaret se demanda à quoi il pensait. Qu'est-ce qui l'avait poussé à s'isoler ainsi? Qu'avait-il perdu pour préférer la solitude à la compagnie des autres? Elle se demanda si elle saurait un jour s'il lui ferait suffisamment confiance pour le lui dire, si elle et pourrait survivre ensemble pendant des mois dans ce petit espace sans que l'une d'elles, ou les deux, ne craquent sous le poids de la proximité et des souvenirs. Dehors, le vent se levait, projetant la neige contre les fenêtres. La tempête était loin d'être terminée, et Margaret comprit que son calvaire aussi. Il ne faisait que commencer. À la 3e semaine, le syndrome de la cabane avait commencé à s'installer. Les murs semblaient se rapprocher chaque jour et Margaret se surprenait à regarder par la fenêtre pendant des heures, observant la neige tomber sur la neige. Du blanc sur du blanc jusqu'à ce que le monde disparaisse. Elias remarqua son agitation. Un matin, après une nuit claire qui avait laissé le monde scintillant de givre, il dit « Enfile tes vêtements les plus chauds. Nous allons sortir ?» Margaret Lee regarda avec surprise. « Sortir?
Il doit faire moins 10, voire près de zéro, mais le soleil brille. Ça te fera du bien de bouger. Il lui montra une paire de raquettes qui étaient accrochées au mur depuis son arrivée. Elles appartenaient à Sarah, dit-il. Elles devraient aller. Margaret les enfila, se sentant maladroite et peu gracieuse, mais lorsqu'elle marcha dans la neige profonde et ne s'enfonça pas, elle rit de joie. Aya sourit en entendant ce bruit, et ils partirent dans les bois. Il lui montra comment lire la forêt, comment identifier les arbres à leur écorce lorsque les feuilles avaient disparu, comment repérer les traces d'animaux et savoir ce qui était passé et quand. Il lui montra où les sœurs avaient gratté l'écorce pour trouver de la nourriture, où un renard avait marqué son territoire, où des corbeaux s'étaient rassemblés pour se disputer un butin caché. Les montagnes parlent, dit-il. Il suffit d'apprendre leur langage. Margaret écouta, fascinée. Elle avait passé toute sa vie dans des villes et des villages. La nature sauvage avait toujours été quelque chose à craindre, à éviter, mais Elias s'y déplaçait comme s'il en faisait partie, lisant des signes qu'elle ne pouvait pas voir, entendant des sons qu'elle ne pouvait pas distinguer. Ils suivirent une crête jusqu'à une clairière où la vue s'ouvrait. Les montagnes s'étendaient dans toutes les directions, leurs sommets blancs se détachant sur le ciel bleu, à l'infini. Margaret retint son souffle devant tant de beauté. « C'est pour ça que tu restes, dit-elle, pour en faire partie. » Elias se tenait à côté d'elle, contemplant le panorama. Le monde semble avoir un sens. Tout a sa place, son but. Rien n'est gaspillé ou faux. Les gens ne te manquent pas. Certaines personnes me manquent. Sarah, Emma, mon frère, même si je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Il fait une pause. Mais les gens en général? Non, les mensonges et les faux semblants ne me manquent pas. La façon dont les gens te sourient en face et te poignardent dans le dos dès que tu as le dos tourné. Tout le monde n'est pas comme ça. Assez. Ah! Margaret repensa à la façon dont sa belle-sœur lui avait souri en lui disant qu'elle ne pouvait pas rester. À la façon dont les voisins l'avaient ignorée après la mort de Thomas, comme si elle était devenue invisible. À la façon dont la ville avait été si impatiente de se débarrasser d'une femme sans argent et sans avenir. « Tu as peut-être raison, » dit-elle doucement. Ils restèrent debout en silence à regarder le ciel. Un faucon tournait au-dessus de leur tête, porté par le vent. Margaret sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, une tension qu'elle portait en elle sans s'en rendre compte. Ici, dans cet espace immense, elle pouvait respirer. Sur le chemin du retour, Elias lui montra comment repérer le bois mort pouvant servir de petit bois, comment tester la profondeur de la neige avec un bâton avant de marcher, comment s'orienter grâce au soleil. Margaret absorba tout cela, avide de connaissances, de compétences, de tout ce qui pourrait la rendre plus compétente dans cet endroit. Quand ils revinrent à la cabane, ils étaient tous deux rougis par le froid et l'effort. Margaret se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Les murs ne lui semblaient plus oppressants. L'espace lui paraissait généreux plutôt que confiné. Ce soir-là, après le dîner, Elias fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se dirigea vers un coffre en bois dans un coin et l'ouvrit. Margaret avait remarqué le coffre, mais ne lui avait jamais posé de questions à son sujet. Certaines choses qu'elle avait apprises étaient privées. Il en sortit un petit objet et le tint longuement dans ses mains avant de se tourner vers elle. Il tenait une poupée en bois sculptée avec un soin évident. Le visage était simple mais expressif, le corps articulé au niveau des bras et des jambes. « C'était celle d'Emma, » dit-il d'une voix rauque. « Je l'ai fabriquée pour son 3e anniversaire. » Margaret posa son ouvrage et attendit. Elle sentait que c'était important, qu'Elias partageait quelque chose qu'il n'avait pas partagé depuis des années. Elle l'emmenait partout, continua-t-il. Elle l'avait appelée Rose, comme la mère de Sarah. Elle lui parlait comme si elle était réelle. Il sourit tristement. Sarah disait qu'Emma avait une meilleure relation avec cette poupée qu'avec la plupart des enfants du village. Elle avait l'air d'être spéciale. Elle l'était, répondit Elias en retournant la poupée entre ses mains. Elle posait sans cesse des questions. Pourquoi le ciel est-il bleu? D'où viennent les étoiles? Que se passe-t-il quand on meurt? Il marqua une pause. Je n'avais pas de bonne réponse à cette dernière question. Je n'en ai toujours pas. Margaret se leva et traversa lentement la pièce. Elle se tint à côté d'Elias, regardant la poupée. « Puis-je » demanda-t-elle doucement. Il acquiesça et la lui tendit. Margaret la prit délicatement dans ses mains, sentant la douceur du bois, le travail soigné.
Elle avait été tenue par un enfant, aimée par un enfant. Elle en ressentait le poids, le caractère sacré. Je n'ai jamais pu tenir mon propre enfant dans mes bras, dit-elle doucement. Thomas et moi avons essayé pendant si longtemps. J'ai prié, négocié avec Dieu, promis que je serais la meilleure mère qui soit s'il m'accordait un bébé. Elle leva les yeux vers Elias. Il ne l'a pas fait, et j'ai pensé que cela signifiait que je n'étais pas digne, que j'avais échoué dans la tâche la plus fondamentale d'une femme, Margaret. Mais peut-être, continua-t-elle, que ce n'était tout simplement pas écrit. Comme tu l'as dit, tout ce qui n'arrive pas n'est pas forcément un échec. Elle lui rendit la poupée et leurs doigts se frôlèrent lors de l'échange. Aucun des deux ne se retira immédiatement. Ils restèrent proches, la poupée d'entre eux, et quelque chose passa dans l'air. Une compréhension, une reconnaissance d'une douleur partagée, le début de quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. Merci de m'avoir montré cela, murmura Margaret, de m'avoir fait confiance avec son souvenir. Elias acquiesça, incapable de parler. Il remit la poupée dans le coffre avec soin, avec révérence. Lorsqu'il se retourna, ses yeux brillaient de larmes contenues. Sarah t'aurait aimé, dit-il. Elle disait toujours que les meilleures personnes étaient celles qui avaient été brisées et avaient appris à se reconstruire. Je ne suis pas sûr d'avoir appris à me reconstruire. Tu es là, n'est-ce pas? Tu es toujours debout. C'est ça, se reconstruire. Margaret sentit des larmes couler sur ses joues. Elle n'essaya pas de les cacher dans cet endroit, avec cet homme. Elle n'avait pas besoin de prétendre être autre chose que ce qu'elle était. Brisée, en deuil, mais toujours là, toujours debout. Elias tendit la main et essuya doucement une larme sur sa joue. Son contact était léger comme une plume, puis disparut. Mais Margaret la sentit résonner dans tout son corps. Nous sommes tous les deux toujours debout, dit-il doucement. Et à ce moment-là, Margaret sut avec une certitude absolue qu'elle tombait amoureuse de lui, de cet homme rude, gentil, blessé, qui vivait seul dans les montagnes, de cet étranger qui était devenu la personne qui la comprenait mieux que quiconque auparavant. Elle le savait, elle était terrifiée, et elle ne pouvait pas l'empêcher. La 4e semaine apporta un changement dans le rythme entre eux. Ils évoluaient l'un autour de l'autre avec une nouvelle conscience, prenant soin de ne pas se toucher, mais toujours conscients de leur proximité. L'air semblait chargé, comme avant un coup de foudre. Margaret se surprenait à observer Elias lorsqu'elle pensait qu'il ne la regardait pas. La façon dont il bougeait, avec économie et assurance, la façon dont ses mains travaillèrent le bois ou le cuir avec une habileté patiente, la façon dont il fixait parfois le feu, avec une expression si perdue qu'elle avait envie de tendre la main et de le ramener vers elle. Elle le surprit à la regarder aussi, se détournait de son pain pour trouver son regard posé sur elle, ou levait les yeux de sa couture pour croiser son regard à travers la pièce. Aucun des deux n'en parlait, mais cette conscience vibrait d'entre eux, persistante et grandissante. Un matin, Margaret préparait du pain et se rendit compte qu'elle devait retirer son alliance. La pâte allait coller à l'anneau et gâcher la fournée. Elle hésita, regardant le simple anneau d'or. Elle ne l'avait pas retiré depuis que Thomas le lui avait passé au doigt 5 ans auparavant. Même lorsqu'elle avait quitté la ville, elle l'avait gardé, comme un signe de qui elle avait été, de ce qu'elle avait perdu. Elle le retira lentement et le posa sur le rebord de la fenêtre. Son doigt lui semblait étrange sans elle, nu, léger. Elias était à table, occupé à remplir le registre où il notait ses provisions. Il leva les yeux au petit bruit du métal sur le bois. Son regard se posa sur la bague, puis sur la main nue de Margaret, puis s'en détourna. Il ne dit rien, mais elle savait qu'il avait remarqué. Margaret pétrissait la pâte avec plus de force que nécessaire, évacuant une tension qu'elle ne pouvait nommer. Une fois le pain façonné et mis à lever, elle alla se laver les mains dans le lavabo. La bague était posée sur le rebord de la fenêtre, scintillant dans la lumière du matin. Elle tendit la main pour la prendre, hésita, puis la laissa là, juste pour l'instant, se dit-elle, juste le temps que le pain lève. Mais lorsque le pain fut cuit et refroidi, la bague était toujours posée sur le rebord de la fenêtre, et Margaret se rendit compte qu'elle ne pouvait pas se résoudre à la remettre. Cet après-midi-là, alors qu'elle puisait de l'eau au puits, son pied glissa sur la glace et elle trébucha. Elle aurait fait une mauvaise chute, mais Elias était là pour la rattraper, ses bras solides autour de sa taille. Ils restèrent figés ainsi, ses mains agrippées à ses épaules.
ses bras la tenant fermement face à face, si près qu'elle pouvait voir l'éclat doré de ses yeux bleus. Elle pouvait sentir son souffle sur sa peau. « Merci, murmura-t-elle. Il ne la lâcha pas immédiatement. Pendant un long moment, ils restèrent simplement là, en équilibre au bord de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Puis Elias la relâcha et recula, s'éclaircissant la gorge. « Fais attention, dit-il. La glace est traîtresse, acquiesça Margaret, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle finit de remplir le seau, les mains légèrement tremblantes. Lorsqu'elle revint à la cabane, Elias était déjà à l'intérieur, debout près de la fenêtre, lui tournant le dos. La soirée se déroula dans un silence presque total. Ils évoluaient l'un autour de l'autre, comme des planètes en orbite, attirés par la gravité, mais craignant la collision. Margaret essaya de se concentrer sur ses raccommodages, mais ses points de couture étaient irréguliers et elle dut les défaire 2 fois. Lorsque la nuit tomba et qu'Elias prépara sa paillasse près du feu, aucun des deux ne parla, mais la tension était suffocante. Margaret s'allongea dans son lit, les yeux fixés au plafond, le cœur battant à tout rompre. Elle entendait le moindre bruit qu'Elias faisait. Le froissement des couvertures, le craquement du plancher, sa respiration régulière mais pas tout à fait stable. Elle dut finir par s'assoupir, car elle se réveilla dans la cabane plongée dans l'obscurité, à l'exception des braises mourantes du feu. Mais quelque chose avait changé. Elle s'assit lentement et vit Elias assis près de la cheminée, la tête entre les mains. « Elias, murmura-t-elle. Il leva les yeux, surpris. « Je suis désolé. Je t'ai réveillé? »« Non, tu vas bien? » Il resta silencieux pendant un long moment. Puis il répondit, « Non, je ne vais pas bien. » Margaret se leva et enroula une couverture autour de ses épaules. Elle traversa la pièce et s'assit à côté de lui. « Qu'y a-t-il? »« J'ai peur, dit-il simplement. « De quoi? »« De ça, dit-il en faisant un geste entre eux deux. « De ce qui s'est passé. De m'attacher à nouveau? » Il la regarda et à la lueur du feu, elle pouvait voir la peur dans ses yeux. « Je ne peux pas perdre quelqu'un à nouveau, Margaret. Je ne survivrai pas. Tu ne sais pas si quelque chose va arriver. » dit-elle doucement ça. « Ah bon? La vie finit par tout emporter. Tous ceux que j'ai aimés m'ont été enlevés. Mes parents, mon frère en quelque sorte, Sarah et Emma. » Sa voix se brisa. « Je suis venu ici pour ne plus ressentir, pour ne plus désirer, pour ne plus être assez humain pour souffrir. Mais tu es humain. Tu ne peux pas empêcher cela. J'ai essayé. » Il rit amèrement. « J'ai essayé pendant 5 ans. Et puis tu es apparu, et tout ce que j'avais construit s'est effondré. » Margaret sentit sa propre peur monter pour rejoindre la sienne. « Je le ressens aussi, admit-elle. Je suis terrifiée. Thomas n'est parti que depuis 2 mois. Je devrais encore être en deuil. Je suis toujours en deuil. Mais je suis aussi... » Elle eut du mal à trouver les mots. « Je ressens aussi des choses que je pensais ne plus jamais ressentir. Et je ne sais pas si c'est bien ou mal ou simplement humain. Je n'arrête pas de penser que je trahis Sarah, qu'elle serait blessée si elle savait. Tu crois vraiment ça? » Hélas réfléchit. « Non, dit-il finalement. Sarah était pragmatique. Elle m'aurait dit de ne pas gâcher ma vie à la pleurer, mais le savoir ne fait pas disparaître la culpabilité. »« Je comprends. » Margaret tendit la main et prit la sienne. Ce geste lui sembla monumental, inévitable. Thomas était un homme bon, mais je ne pense pas qu'il m'en voudrait de trouver le bonheur. Il voulait que l'on prenne soin de moi, que l'on me protège. Ils restèrent assis en silence, les mains jointes, tous deux effrayés et incapables de lâcher prise. « Que faisons-nous? » demanda finalement Elias. « Je ne sais pas, admit Margaret. Mais peut-être n'avons-nous pas à décider ce soir. On pourrait simplement rester assis ici ensemble. » C'est ce qu'ils firent. Ils restèrent assis près du feu mourant jusqu'à ce que l'aube se glisse par les fenêtres, se tenant la main comme des enfants, effrayés par l'obscurité, sans parler, sans bouger, simplement présents l'un pour l'autre et avec leur peur. Lorsque le matin arriva, lorsque le monde pratique reprit ses droits et qu'ils durent se lever et commencer leur journée de travail, quelque chose de fondamental avait changé. Ils avaient nommé ce qui existait entre eux, l'avaient admis à haute voix, et même si aucun d'eux ne savait ce qui allait se passer ensuite, ils savaient qu'ils y feraient une face ensemble. Margaret enfila son tablier pour préparer le petit déjeuner. Sur le rebord de la fenêtre, la bague de Thomas était toujours là où elle l'avait laissée la veille. Elle la regarda longuement,
puis se détourna et commença à cuisiner. Début février, le temps s'est amélioré. 3 jours de ciel clair et froid, sans nouvelle neige. Elias a étudié les conditions et a pris une décision. Je dois aller au comptoir commercial, a-t-il annoncé au petit déjeuner. Les provisions diminuent plus vite que je ne le voudrais. À deux, les choses iront plus vite et vite. Margaret a acquiescé. Je viendrai avec toi. Non, répondit-il fermement. C'est un trajet difficile de 2 jours, et le chemin est dangereux, même dans de bonnes conditions. Je ne suis pas sans défense, Elias. J'ai prouvé que je pouvais me débrouiller. Il ne s'agit pas de ta capacité à te débrouiller. Il posa sa tasse de café. Le comptoir commercial est un lieu où les gens discutent, où les nouvelles circulent. Si quelqu'un te voyait avec moi et posait des questions, cela pourrait causer des problèmes. Quel genre de problème? Il ne répondit pas directement. Fais-moi confiance, tu seras en sécurité ici. Je serai de retour dans 4 jours au plus tard. Margaret voulut protester, mais quelque chose dans son expression l'en empêcha. Il y avait autre chose qu'il ne disait pas, mais elle avait appris quand insister et quand laisser les choses suivre leur cours. 4 jours, dit-elle. Je t'attendrai le 4e jour. Il partit avant l'aube le lendemain matin. Margaret se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans une couverture, le regardant s'éloigner à cheval. Sans lui, la cabane lui sembla immédiatement trop grande et trop silencieuse. Elle passa la première journée à s'affairer avec une énergie féroce, essayant de fuir la solitude. Elle coupa du bois, transporta de l'eau, nettoya tout ce qui pouvait l'être. Mais le soir venu, le silence s'installa. Elle s'était tellement habituée à la présence d'Elias que son absence lui causait une douleur physique. Le 2e jour fut pire. Le temps passait lentement. Margaret sursautait au moindre bruit, imaginant des dangers. Et si son cheval était boiteux? Et s'il était tombé? Et s'il ne revenait pas? Elle se dit qu'elle était idiote. Elias avait survécu seul pendant 5 ans dans ces montagnes. Il savait prendre soin de lui, mais la logique ne parvenait pas à apaiser le nœud d'inquiétude qui lui serrait la poitrine. Pour se distraire, Margaret commença à explorer la cabane plus en détail. Elle avait toujours respecté l'espace d'Elias, ne se mêlant pas de ce qui ne la regardait pas. Mais maintenant, seule et agitée, la curiosité prit le dessus. Elle parcourut ses livres, quelques-uns bien usés, principalement des guides pratiques. Elle examina ses outils, s'émerveillant de la façon dont ils étaient soigneusement entretenus. Elle ouvrit le coffre où il gardait la poupée d'Emma, mais ne toucha à rien à l'intérieur. Cela lui semblait trop sacré, même maintenant. Puis elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, une légère irrégularité dans le plancher près du poêle. Elle s'agenouilla et passa ses doigts sur le bois à l'endroit où la planche était plus lâche que les autres. Lorsqu'elle la souleva doucement, elle découvrit un espace creux, dans lequel se trouvait une pochette en cuir, un pistolet enveloppé dans une toile cirée et un morceau de papier. Les mains de Margaret tremblaient lorsqu'elle déplia le papier. Il était vieux, usé par le temps, du genre de ceux affichés dans les bureaux des shérifs à travers la frontière. Ses yeux parcoururent les mots et son cœur se mit à battre à toute vitesse. Recherché pour interrogatoire Elias Boone en relation avec la mort de 3 hommes près de la frontière du Colorado. 1777, contacter le bureau du U.S. Marshal. Cheyenne sous le texte se trouvait une description qui correspondait parfaitement à Elias, et un croquis grossier mais reconnaissable. Margaret s'assit sur ses talons, le papier serré dans ses mains. Son esprit tournait à toute vitesse. Elias était recherché par la justice. Il avait tué 3 hommes. C'était pour cela qu'il vivait seul. C'était pour cela qu'il avait refusé de la laisser venir au comptoir commercial. C'était pour cela qu'il s'était caché dans ces montagnes pendant 5 ans. Elle relut l'avis, cherchant des détails concernant le meurtre, recherché pour être interrogé, pas recherché mort ou vif. Mais cela suffisait pour comprendre qu'Elias fuyait quelque chose, que la justice le recherchait. Sa première réaction fut la peur. Elle était seule dans une cabane avec un homme qui avait tué. Que savait-elle vraiment de lui? Et si elle était en danger? Mais dès que cette pensée lui vint à l'esprit, elle la chassa. Hélas avait eu d'innombrables occasions de lui faire du mal s'il en avait eu l'intention. Au lieu de cela, il lui avait sauvé la vie, avait pris soin d'elle, l'avait traitée avec gentillesse et respect. Quoi qu'il ait fait qui que soient de ces hommes, elle ne pouvait pas croire qu'il représentait une menace pour elle. Pourtant, ses mains tremblaient lorsqu'elle remit la vie et les autres objets à leur place,
remettant la planche en place. Elle resta assise sur le sol pendant un long moment, assimilant ce qu'elle venait d'apprendre. 3 hommes morts, 5 ans dans la clandestinité, une vie abandonnée. Que s'était-il passé? Qu'est-ce qui pouvait pousser un homme comme Elias à tuer? La réponse lui vint lentement, en rassemblant les éléments qu'il avait mentionnés, la fièvre qui avait tué sa famille, les hommes qu'il avait apportés, sa rage, son chagrin. Elle se souvint de ces paroles. Les hommes qui ont apporté cette fièvre dans notre ville savaient qu'ils étaient malades. Ils sont quand même venus vendre leurs marchandises. Ils les avaient traqués et tués pour se venger. Margaret se couvrit le visage de ses mains. Elle aurait dû être horrifiée. Elle aurait dû prévoir de partir dès que le col serait dégagé. Elle aurait dû être reconnaissante d'avoir découvert cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce qu'elle ressentait à la place, c'était une profonde et douloureuse compréhension. Elle repensa à ces jours qui avaient suivi la mort de Thomas, où le chagrin était si intense qu'elle pouvait à peine respirer. Elle repensa à la rage qu'elle avait ressentie face à l'injustice de la situation. Si quelqu'un avait été directement responsable de sa mort, s'il y avait eu une cible pour cette rage, qu'aurait-elle fait? Elle ne pouvait pas affirmer avec certitude qu'elle aurait fait un choix différent de celui d'Elias. Cette nuit-là, Margaret dormit à peine. Elle resta éveillée, repassant tout dans son esprit. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle attendrait le retour d'Elias, lui dirait ce qu'elle avait découvert, lui donnerait une chance de s'expliquer, puis elle déciderait si elle restait ou partait. Elias revint dans l'après-midi du 4e jour, comme promis. Margaret entendit le cheval et se rendit à la porte. Elle fut envahie par un sentiment de soulagement en le voyant, vivant et en bonne santé, mais celui-ci fut rapidement remplacé par de l'appréhension. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en descendant rapidement de cheval. « Rien ne s'est passé. Je vais bien, » répondit Margaret en reculant pour le laisser entrer. « Mais nous devons parler. » Elias posa les provisions qu'il avait apportées et la regarda attentivement. « D'accord, » dit Margaret en prenant une inspiration. « J'ai trouvé la vie. » Sous le plancher, Elias se figea. Son visage se vida de toute expression. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, « Je vois, je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir vu. Je ne vais pas agir comme si tout était normal. » La voix de Margaret était calme, même si son cœur battait à toute rompre. « J'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. La vérité. » Elias s'effondra dans un fauteuil. Il semblait soudain plus vieux, fatigué. « La vérité, c'est que j'ai tué 3 hommes. Je leur ai tiré dessus. Je les ai regardés mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont assassiné ma famille. » Sa voix était monocorde. Ils sont passés par notre ville en sachant qu'ils avaient la fièvre. Ils vendaient des marchandises contaminées. Ils ont infecté la moitié du village. Sarah et Emma sont mortes à cause d'eux. Parce que ces hommes voulaient faire du profit plus qu'ils ne se souciaient des vies humaines. Alors tu les as traqués. Oui. Ça m'a pris 1 mois et je les ai trouvés dans le Colorado. Je pensais qu'ils s'en étaient tirés. Il leva les yeux vers elle. Je n'avais pas prévu de les tuer. Je me suis dit que je voulais juste que justice soit faite. Je voulais qu'ils soient traduits en justice. Mais quand je les ai vus rire et boire comme si de rien n'était, il s'interrompit. Je les ai abattus, tous les 3. Tu ne leur as pas donné la possibilité de se défendre, tu les as simplement exécutés, puis tu t'es enfui. Je me suis enfui. Je suis venu ici où personne ne me suivrait, où je pourrais disparaître. Il se leva et commença à faire les 100 pas. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, Margaret. Je vis avec ça tous les jours. La culpabilité, le fait de savoir que je suis devenu un meurtrier, que je ne vaux pas mieux qu'eux. Tu n'es pas comme eux, dit Margaret doucement. Comment peux-tu dire ça? Tu as tué des hommes qui méritaient de mourir. Qui ont assassiné des enfants? Elle s'approcha de lui. Je ne dis pas que c'était juste. Je ne dis pas que la justice n'aurait pas dû s'en occuper. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Elias la fixa du regard. Tu devrais avoir peur de moi. Non, tu devrais partir quand le passé sera effacé. T'éloigner de moi autant que possible, c'est ce que tu veux? Ce que je veux n'a pas d'importance. Tu mérites mieux que de me laisser décider ce que je mérite, l'interrompit Margaret. Je ne suis pas une enfant. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'être protégé de la vérité. Elle lui prit la main. Tu m'as sauvé la vie.
Tu as été gentil avec moi, honnête avec moi, sauf pour cette seule chose que tu as eu raison de cacher. Quoi que tu aies fait il y a 5 ans, cela ne change pas qui tu es aujourd'hui, n'est-ce pas? Sa voix était angoissée. Comment peux-tu séparer les deux? Parce que les gens sont plus que la pire chose qu'ils aient jamais faite. Parce que le chagrin nous rend capables de choses terribles. Parce que moi, s'interrompit-elle, les mots restant coincés dans sa gorge. Parce que quoi? Parce que je t'aime, dit-elle simplement. Et aimer, c'est voir quelqu'un tel qu'il est et le choisir malgré tout. L'expression d'Elias s'effondra. Il la serra dans ses bras, la tenant comme si elle risquait de disparaître. « Je ne te mérite pas », murmura-t-il contre ses cheveux. « Peut-être pas, mais tu m'as quand même. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, tandis que la lumière de l'après-midi s'estompait. Dehors, la montagne était un témoin silencieux. À l'intérieur, deux personnes brisées se choisirent malgré tout, malgré la raison, malgré la peur, malgré le passé qui les hantait tous les deux. Ce n'était pas la fin heureuse promise par les contes de fées. Mais c'était réel, et pour l'instant, cela suffisait. Les jours qui suivirent la découverte de Margaret apportèrent une nouvelle honnêteté entre eux. Le dernier mur s'était effondré, et ce qui restait était brut et réel. Ils discutaient tard dans la nuit, Elias lui racontant tout ce qu'il avait caché, les conséquences des meurtres, la poursuite à travers le territoire, la terreur d'être traqué, la première année dans la cabane où il avait envisagé de mettre fin à ses jours plus d'une fois, le lent processus d'apprentissage pour vivre avec ce qu'il avait fait. Margaret écoutait sans juger, lui tenant la main lorsque les mots devenaient trop difficiles. Elle partagea sa propre noirceur. Les jours qui suivirent la mort de Thomas, lorsqu'elle ne pouvait pas sortir du lit, que la nourriture avait le goût de cendre et qu'elle se demandait s'il ne serait pas plus facile de simplement cesser d'exister. La honte qu'elle ressentait d'être soulagée qu'il soit parti, de ne plus avoir à faire semblant d'être heureuse dans un mariage qui lui donnait l'impression de porter un manteau qui ne lui allait pas tout à fait. « Je l'aimais, dit-elle, mais je me sentais aussi piégée par lui, par la vie que nous menions. Et quand il est mort, en plus du chagrin, j'ai ressenti une terrible liberté. Et je me détestais de ressentir cela. »« Le chagrin n'est pas simple, dit Elias. On nous dit qu'il devrait être une pure tristesse, mais ce n'est pas le cas. C'est un mélange de colère, de soulagement et de culpabilité. » Oui. Margaret appuya sa tête sur son épaule. Exactement ça. Ils s'assirent ensemble à la lueur du feu. Deux personnes qui avaient enfin cessé de fuir leur passé, leur présent, la possibilité d'un avenir. « J'ai réfléchi, dit Elias après un moment, à ce qui se passe quand le passé s'éclaircit. » Le cœur de Margaret se serra. « À quoi as-tu pensé? Que je ne peux pas continuer à me cacher éternellement. Je ne peux pas continuer à vivre comme un fugitif. » Il se tourna vers elle. « Si nous voulons avoir une vraie vie ensemble, je dois affronter ce que j'ai fait. Me rendre. Accepter le jugement qui sera rendu. Non. » Margaret se redressa. « Elias, il pourrait te pendre. Peut-être, peut-être pas. Cela fait 5 ans. Les familles ont peut-être tourné la page. La justice se contentera peut-être d'une peine de prison. » Il lui prit les deux mains. « Mais je ne peux pas te demander de construire une vie avec un homme recherché. Je ne peux pas te demander de vivre caché, toujours sur tes gardes. Je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est de te garder en vie. » « Je sais. Mais Margaret, écoute-moi. » Son regard était sérieux, déterminé. « Je veux t'épouser comme il se doit, dans une église, avec des témoins, avec ton nom et le mien inscrits dans un registre que tout le monde peut voir. Je veux te construire une vraie maison, pas cette cabane au milieu de nulle part. Je veux te donner la vie que tu mérites. Tu m'as déjà donné une vie. Tu m'as sauvé. Je t'ai tiré d'un banc. Tu t'es sauvé toi-même. » Il sourit légèrement. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Assez forte pour survivre à la perte de Thomas. Assez forte pour survivre à un hiver avec un inconnu dans la nature sauvage. Assez forte pour aimer un homme qui a fait des choses terribles. » Des larmes coulent sur les joues de Margaret. « Ne pars pas. S'il te plaît, nous resterons ici. Nous ferons en sorte que ça marche. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je sois trop vieux pour chasser, jusqu'à ce que l'un de nous tombe malade ou se blesse et ait besoin d'aide. Nous ne pouvons pas nous faire soigner ici. » Il essuya doucement ses larmes. « Je ne veux pas simplement survivre avec toi, Margaret. Je veux vivre. » Elle savait qu'il avait raison. Oh, elle savait qu'un avenir fondé sur la clandestinité n'était pas un avenir du tout.
Mais l'idée de le perdre, de le voir partir pour affronter une justice qui pourrait lui coûter la vie, était insupportable. Laisse-moi venir avec toi, dit-elle. Quand tu partiras, laisse-moi témoigner en ta faveur. Dis-leur quel genre d'homme tu es. Cela ne changera peut-être rien, mais cela pourrait changer quelque chose. Et je ne te laisserai pas affronter cela seul. Elias la prit dans ses bras et la serra contre lui. D'accord, murmura-t-il. Une fois leur décision prise, ils commencèrent à planifier leur départ. Ils attendraient la fin février, lorsque le col serait probablement dégagé, mais avant que la fonte des neiges ne rende les sentiers impraticables. Ils se rendraient à Cheyenne, où se trouvait le bureau du Marshal américain. Elias se rendrait et Margaret engagerait un avocat si elle en avait les moyens. « J'ai de l'argent de côté, » dit Elias. « Caché. Assez pour un avocat. Assez pour que tu puisses recommencer à zéro. Si. » « Laisse, » l'interrompit Margaret. « Ne parle pas de recommencer à zéro sans toi. Nous affronterons cela ensemble et nous nous en sortirons ensemble. Tu ne peux pas le savoir. Toi non plus. Alors autant espérer. » Au fil des jours, à l'approche de la fin février, l'atmosphère dans la cabane changea. Tout était empreint d'une douce amertume. Chaque repas pris ensemble pouvait être le dernier. Chaque conversation pouvait être la dernière. Chaque contact portait le poids d'un adieu potentiel. Un soir, Elias se rendit au coffre où il gardait ses biens les plus précieux. Il s'agenouilla devant, l'ouvrit lentement et en sortit un petit objet qui brillait à la lueur du feu. Il retourna auprès de Margaret, assise près du feu, et s'agenouilla devant elle. Dans sa main, il tenait un médaillon en argent suspendu à une chaîne délicate. « C'était à Sarah, » dit-il doucement. Sa mère le lui avait offert le jour de son mariage. Il l'ouvrit pour montrer les deux petits portraits à l'intérieur. Une femme à l'air doux et gentil, et une petite fille avec les yeux d'Elias, Sarah et Emma. Margaret retint son souffle. « Adidas, je ne peux pas. Si tu peux. » Il referma le médaillon et le lui tendit. « Sarah aurait voulu que tu l'aies. Elle aurait voulu savoir que j'ai aimé à nouveau, que j'ai choisi de revivre. » Sa voix se fit rauque, et Emma aurait voulu savoir que son père n'avait pas abandonné, qu'il avait trouvé quelqu'un qui lui avait rappelé ce que c'était que d'avoir une famille. « Tu es sûr? »« J'en suis sûr. » Il attacha le médaillon autour du cou de Margaret. Il se posa juste en dessous de sa clavicule, encore chaud de ses mains. « Tu ne les remplaces pas. Tu ne pourras jamais les remplacer. Mais tu me donnes une raison de croire dans l'avenir, et c'est ce qu'elles auraient voulu pour moi. » Margaret toucha le médaillon du bout des doigts tremblants. Son poids lui semblait significatif, sacré. « J'en prendrai soin. Je te le promets. Je sais que tu le feras. » Hélas prit son visage entre ses mains. « Margaret, quand tout cela sera terminé, si nous nous en sortons, veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma femme? » Elle savait que la question allait venir. Elle la sentait monter entre eux depuis des semaines. Mais entendre les mots prononcés à voix haute fit tout de même bondir son cœur. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je t'épouserai. » Ils s'embrassèrent alors pour la première fois. Ce fut d'abord un baiser doux, hésitant, chacun conscient de l'importance du moment. Mais il s'intensifia rapidement, imprégné de toutes ces années de solitude et de chagrin. Ils étaient deux personnes qui pensaient ne plus jamais ressentir cela, ne plus jamais se sentir désirées, ne plus jamais se sentir complètes, ne plus jamais croire en l'avenir. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils tremblaient tous les deux. Idlas posa son front contre le sien, ses mains encadrant toujours son visage. « Je t'aime, » dit-il. « J'aurais dû te le dire avant, mais je t'aime, Margaret. Plus que je ne pensais pouvoir aimer à nouveau. Je t'aime aussi. » Elle l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. « Et nous allons surmonter cela. Nous aurons notre mariage, notre avenir, et tout ce qui nous a été refusé. Tu sembles si sûr de toi. Je dois l'être. L'un de nous doit croire que c'est possible. » Il sourit et son visage se transforma. Il semblait plus jeune, moins accablé. « Alors je vais y croire parce que tu y crois. » Ils se serrèrent dans les bras toute la nuit, aucun ne voulant dormir, aucun ne voulant manquer un seul instant passé ensemble. Dehors, le vent changea de direction. La température augmenta légèrement. Le printemps arrivait, apportant avec lui à la fois l'espoir et le jugement. Le lendemain matin, Elias fit ses sacoches. Pas grand-chose. Quelques vêtements, son argent, l'avis de recherche à présenter au shérif. Margaret fit son petit sac, tout ce qu'elle possédait tenant dans un seul sac en toile.
Avant de partir, Elias parcourut une dernière fois la cabane. Il toucha les murs qu'il avait construits, les meubles qu'il avait fabriqués, les outils qu'il avait utilisés. Cet endroit avait été son sanctuaire et sa prison. Il était arrivé ici brisé et caché. Il le quittait encore marqué mais sans se cacher. Reviendras-tu? Demanda Margaret depuis l'embrasure de la porte. Je ne sais pas, répondit-il en regardant une dernière fois autour de lui. Peut-être, ou peut-être construirons-nous quelque chose de nouveau ailleurs. Tant que nous sommes ensemble, peu m'importe où nous sommes. Ils partirent à cheval au lever du soleil. Deux silhouettes à cheval descendaient de la montagne. La cabane rapetissa derrière eux, puis disparut complètement à mesure que les arbres se rapprochaient. Aucun des deux ne se retourna. Le voyage jusqu'à Cheyenne prendrait une semaine, peut-être plus, selon les conditions. Chaque kilomètre les rapprochait d'un avenir incertain au mieux, catastrophique au pire. Mais ils chevauchaient côte à côte, et cela leur donnait de la force. Cela leur donnait de l'espoir. Margaret leva la main et toucha le médaillon autour de son cou. Elle pensa à Sarah et Emma, la femme et l'enfant qui avaient aimé Elias avant elle. Elle espérait qu'elles comprendraient, qu'elles approuveraient ce qu'Elias et elle essayaient de construire à partir des décombres de leur chagrin. Les montagnes s'éloignaient derrière eux. La plaine s'ouvrait devant eux, et quelque part au loin, dans une ville qu'ils ne pouvaient pas encore voir, les attendaient la loi et la justice, ainsi que la réponse à la question qui les hantait tous les deux. Un homme qui avait commis des actes terribles pour des raisons compréhensibles, pouvait-il être pardonné? Deux personnes qui avaient tout perdu pouvaient-elles construire quelque chose de nouveau à partir de rien? Ils le sauraient bientôt. Ensemble, ils le découvriraient. Ils étaient à 3 jours de Cheyenne lorsque les cavaliers apparurent. Elias les vit le premier. 3 silhouettes sombres se détachaient sur le paysage enneigé. Sa main se posa instinctivement sur le fusil accroché à sa selle, mais Margaret lui toucha le bras. « Attends, dit-elle doucement. Voyons ce qu'ils veulent. » À mesure que les cavaliers se rapprochaient, Elias pouvait distinguer les détails. 3 hommes, bien armés, chevauchant avec détermination. Celui de devant portait une étoile sur son manteau, un insigne de Marshall qui brillait sous le faible soleil hivernal. « Elias, murmura Margaret, la peur dans la voix. « Je sais, répondit-il en retenant son cheval et en attendant. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où se cacher. C'était ce à quoi il s'était préparé, mais plus tôt que prévu. Le shérif était un homme d'une 50aine d'années, buriné et compétent. Il s'approcha et s'arrêta à une distance respectueuse, la main posée sur son arme, mais sans la dégainer. « Vous devez être Elias Boone, » dit le marshal. Ce n'était pas une question. « Je suis le marshal Clayton Reed. Voici mes adjoints, Miller et Hawthorne. » Il examina Elias attentivement. « Je vous cherche depuis un certain temps. »« Je sais. J'étais en route pour Cheyenne pour me rendre. » Les sourcils du marshal se levèrent légèrement. « C'est vrai. »« Oui, monsieur. J'ai la vie avec moi si vous voulez le voir. Je vous crois. » Le regard du marshal Reed se posa sur Margaret. « Et qui êtes-vous, madame? » Margaret Ellis. Sa voix était plus assurée qu'elle ne se sentait. « Je suis avec monsieur Boone. Vous savez pourquoi il est recherché? »« Oui, et je suis prêt à témoigner en sa faveur, » intervint l'adjoint. Hawthorne renifla. « Peu importe ce que vous avez à dire, madame. Cet homme a tué 3 personnes. C'est un crime passible de la pendaison. »« Pas nécessairement, » dit Marshal Reed d'un ton calme. « Pourquoi ne poursuivrions-nous pas cette conversation dans un endroit plus chaud? Il y a une cabane à environ 3 kilomètres à l'est. Nous nous y arrêterons. Nous réglerons les choses comme il se doit. » Elias échangea un regard avec Margaret. Il pouvait voir sa peur, mais aussi sa détermination. Il fit un signe de tête au marshal. « D'accord, mais je veux votre parole qu'elle ne sera ni blessée ni détenue. Elle n'a rien fait de mal, vous avez ma parole. Tant que vous ne me donnez pas de raison de la rompre. » Ils chevauchèrent en silence jusqu'à la cabane, un abri rudimentaire utilisé par les éleveurs pendant les transhumances. À l'intérieur, Marshal Reed alluma un feu, tandis que ses adjoints montaient la garde à la porte. Margaret resta près d'Elias, sa main cherchant la sienne. « Bon, » dit le marshal en s'installant dans un fauteuil. « Pourquoi ne me raconteriez-vous pas votre version des faits? » Elias raconta l'histoire simplement, sans embellissement. Sa famille, la fièvre, les hommes qui l'avaient apporté, sa traque et ce qu'il avait fait lorsqu'il les avait trouvés. Il n'essaya pas de se justifier ou de s'excuser, il se contenta d'exposer les faits.
Le Marshal Reed écouta sans l'interrompre. Quand Elias eut terminé, le représentant de la loi resta silencieux pendant un long moment. Ces trois hommes, dit-il finalement. Ils étaient connus pour être des fauteurs de troubles. Ils étaient recherchés dans 2 territoires pour fraude et homicide involontaire. Nous essayons de les attraper depuis des mois quand vous les avez trouvés en premier. Elias cligna des yeux. Je ne savais pas cela. Je me doutais que vous ne le saviez pas. Vous n'aviez pas vraiment fait de recherche. Le shérif soupira. Écoutez, Boone, je ne vais pas vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait. La tradition existe pour une raison. La justice vigilante reste un meurtre, peu importe comment on la présente. Je le sais, monsieur, mais je comprends aussi pourquoi vous l'avez fait. Et je suis moi-même père. Si quelqu'un avait tué mes enfants en sachant qu'ils se mènent la mort, je ne peux pas dire avec certitude que j'aurais agi différemment. Une lueur d'espoir apparut dans le cœur de Margaret. Qu'est-ce que cela signifie pour Elias? Cela signifie que je l'emmène pour qu'il soit jugé. Ce n'est pas négociable. Mais cela signifie aussi que je témoignerai des circonstances, du caractère des hommes qui l'ont tué. De la provocation, dit-il en regardant Elias directement. Promettez-moi que vous viendrez paisiblement. Je ne vous mettrai pas les menottes. C'est une courtoisie que je n'accorde pas habituellement. Vous avez ma parole, dit Elias sans hésiter. Bien. Marshal Reed se leva. Nous partirons pour Cheyenne demain. Le procès aura lieu dans environ 2 mois, mademoiselle Ellis. Cela vous laissera le temps d'engager un avocat si vous en avez les moyens. J'en ai les moyens, dit Margaret fermement, et je serai là. Je témoignerai en sa faveur, intervint le jeune adjoint Miller. Il était resté silencieux jusqu'à présent, observant tout avec attention. Pour ce que ça vaut, monsieur, j'ai perdu ma sœur à cause de la fièvre il y a 2 ans. Des hommes qui propagent la maladie en sachant ce qu'ils font. Pour moi, c'est un meurtre. Le Marshal Reed hocha lentement de la tête. Notez, adjoint, il se tourna vers Elias. Reposez-vous. Nous partirons à l'aube. Cette nuit-là, ils se blottirent l'un contre l'autre dans la cabane glaciale, tandis que les hommes de loi se relayaient pour monter la garde. Margaret et Elias s'étreignirent. « J'ai peur, murmura-t-elle. Moi aussi, mais tu as fait ce qu'il fallait, en te dénonçant. Peut-être, ou peut-être que je vais être pendu pour une vengeance que j'aurais dû laisser à Dieu. » Margaret s'écarta pour le regarder. Elle tendit la main, retira le médaillon de Sarah et le pressa dans sa main. « Prends ça, porte-le, pour te rappeler pourquoi tu te bats. » Elias referma ses doigts sur le médaillon. « Je pensais que c'était pour toi. »« Ça l'est, mais tu en as plus besoin que moi en ce moment. » Elle l'attacha autour de son cou. « Pour te rappeler que tu as des gens qui t'aiment, qui t'attendent, qui croient que tu mérites une seconde chance. » Il la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Merci, murmura-t-il, pour tout. Ils ne dormiront pas cette nuit-là. » Ils se serrèrent simplement l'un contre l'autre et attendirent l'aube. Le matin arriva, froid et clair. Alors que le groupe se préparait à partir, Margaret prit une décision. « Attendez !» cria-t-elle alors que Marshal Reed montait sur son cheval. Le représentant de la loi se retourna. « Madame !» Margaret s'approcha d'Elias, qui se tenait à côté de son cheval. Elle prit ses 2 mains dans les siennes et leva les yeux vers lui. Puis elle se tourna vers le marshal. « Je veux parler en son nom avant que nous partions. » Mademoiselle Ellis, c'est à cela que sert le procès. Non. La voix de Margaret était ferme. Je veux que vous entendiez cela maintenant, vous et vos adjoints, car vous devez savoir qui est vraiment cet homme. Marshal Reed échangea un regard avec ses hommes, puis acquiesça. Très bien, allez-y. Margaret prit une inspiration. Il y a 3 mois, j'étais en train de mourir sur un banc de guerre. Tout le monde était parti. La tempête s'était abattue. Je n'avais nulle part où aller, et personne ne se souciait de savoir si je vivais ou mourais. Sa voix se stabilisa tandis qu'elle poursuivait. Cet homme est sorti de cette tempête et m'a sauvé la vie. Il m'a emmené dans sa cabane, m'a nourri, m'a habillé. Il m'a mis en sécurité pendant tout l'hiver. C'est louable, madame. Mais cela n'efface pas tout. Je n'ai pas fini. Les yeux de Margaret brillèrent. Il aurait pu profiter de ma situation. J'étais seule, dépendante, désespérée. Il aurait pu exiger n'importe quoi de moi, et je n'aurais eu d'autre choix que d'obéir. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a traité avec respect et gentillesse. Il m'a donné son lit et a dormi par terre. Il m'a appris à survivre. Il a partagé son chagrin et sa douleur avec moi, et ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau.
L'adjointe Miller la regardait avec une sympathie évidente. Même l'adjointe Hawthorne semblait moins sceptique qu'auparavant. Cet homme a tout perdu, continua Margaret. Sa femme, sa fille, tout son avenir. Et oui, il a fait un choix terrible dans son chagrin. Mais depuis 5 ans, il vit chaque jour avec cette culpabilité. Il s'est puni plus que n'importe quelle loi n'aurait pu le faire. Elle se tourna vers Elias et des larmes coulèrent sur ses joues. Et malgré tout, il a choisi de se rendre, de faire face à la justice parce qu'il voulait construire une vraie vie avec moi. Une vie honnête, Margaret, murmura Elias, les yeux humides. Elle se retourna vers Marshall Reed. Je vous demande de vous souvenir, lorsque vous témoignerez à son procès, qu'Elias Boone n'est pas un monstre. C'est un homme bon qui a commis un acte terrible pour des raisons compréhensibles, et il mérite une chance de se racheter. Le Marshal resta silencieux pendant un long moment. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était plus douce qu'auparavant. Je m'en souviendrai, Mal Ellis. Vous avez ma parole. Merci. Margaret retourna vers Elias et lui reprit les mains. Je t'attendrai. Peu importe le temps que cela prendra, tu n'as pas à attendre. Si je ne reviens pas, arrête. Elle posa ses doigts sur ses lèvres. Tu reviendras. Nous allons nous marier et construire la vie dont nous avons parlé. Je n'accepterai aucune autre issue. Elias la serra dans ses bras une dernière fois. Je t'aime, murmura-t-il dans ses cheveux. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ça. Je t'aime aussi, et je te reverrai à Cheyenne. Marshall Reed s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Ellis, vous êtes la bienvenue si vous souhaitez voyager avec nous. Ce sera peut-être plus sûr que de voyager seul. Merci, Marshall. J'apprécie votre proposition. Le groupe enfourcha ses chevaux et se mit en route pour Cheyenne. Margaret chevauchait à côté d'Elias, assez près pour le toucher, mais incapable de le serrer dans ses bras. Les adjointes restaient vigilants, mais sans agressivité. Marshall Reed imposait un rythme régulier, sans se presser ni traîner. Pendant qu'il chevauchait, l'adjoint Miller resta en arrière pour chevaucher à côté de Margaret. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux bienveillants. « Ma sœur s'appelait Clara Hara, dit-il doucement. Elle avait 16 ans quand la fièvre l'a emportée. Ma mère ne s'en est jamais remise. Elle est morte de chagrin 6 mois plus tard. » Margaret le regarda. « Je suis désolé pour votre perte. Ce que j'essaie de dire, c'est que je comprends ce qu'a fait M. Boone et je prendrai sa défense si cela peut aider. Parlez au juge de Clara. Expliquez-lui que les hommes qui propagent la maladie sont eux-mêmes des meurtriers. » « Merci, dit Margaret, le cœur rempli d'espoir. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils continuèrent leur route toute la journée, s'arrêtant seulement brièvement pour laisser les chevaux se reposer. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant la neige d'orange et de rose, la ville de Cheyenne apparut à l'horizon. De la fumée s'élevait de centaines de cheminées. Des lumières commencèrent à scintiller aux fenêtres. La civilisation, la loi, la justice, et quelque part dans cette ville, dans une salle d'audience qui ne savait pas encore qu'ils arrivaient. Le sort d'Elias allait être scellé. Margaret se pencha vers lui et lui toucha brièvement la main. Il la regarda et lui adressa un petit sourire. Quoi qu'il arrive ensuite, ils étaient arrivés jusqu'ici ensemble, et c'était déjà quelque chose. Le Marshal Reed les conduisit dans la rue principale alors que le crépuscule tombait. Les gens s'arrêtaient pour regarder le groupe. 3 hommes de loi, un montagnard et une femme qui entraient en ville avec détermination. Au matin, tout le monde serait au courant. L'histoire se répandrait. La veuve et l'homme des montagnes, le sauvetage et la vengeance, l'amour qui avait grandi pendant l'hiver le plus froid. Leur histoire commençait tout juste à être racontée. Et comme toutes les histoires vraies, personne ne savait encore comment elles se termineraient. 2 mois passèrent comme un souffle retenu. Margaret trouva une pension tenue par une veuve nommée Madame Patterson, qui ne posait aucune question et pratiquait des tarifs raisonnables. Elle trouva un emploi de couturière, ses mains habiles lui permettant de se nourrir pendant qu'elle attendait. Chaque centime dont elle n'avait pas besoin pour survivre allait dans un bocal sur sa commode. De l'argent pour un avocat, de l'argent pour l'avenir. Elle engagea Albert Thornton, un jeune avocat plus idéaliste qu'expérimenté, mais dont les yeux s'illuminèrent lorsqu'elle lui raconta l'histoire d'Elias. Il accepta l'affaire pour un honoraire inférieur à son tarif habituel, affirmant que certaines batailles valaient la peine d'être menées, quel que soit le salaire. Margaret rendait visite à Elias 1 fois par semaine à la prison. Marshall Reed, fidèle à sa parole, veillait à ce qu'il soit traité équitablement.
Idlas avait une cellule propre, une nourriture décente et la dignité d'être traité comme un homme en attente de jugement plutôt que comme un criminel condamné. À chaque visite, il s'asseyait face à face à une table en bois brut. Ils se tenaient la main et parlaient de tout et de rien. Margaret lui parlait de la ville, du chat de Madame Patterson qu'il avait adopté, de l'avocat et de ses plans pour la défense. Idlas écoutait, souriait et riait parfois. Et dans ces moments-là, Margaret pouvait presque oublier où il se trouvait. Tu maigris, lui dit-elle lors d'une visite, l'inquiétude dans la voix. La nourriture n'est pas aussi bonne que la tienne, répondit-il en lui serrant les mains. Je vais bien, Margaret. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est comme me demander de ne pas respirer. Le procès commença par une matinée pluvieuse d'avril. La salle d'audience était bondée de curieux, de journalistes et des familles et des hommes qu'Elias avait tués. Margaret était assise au premier rang, les mains jointes sur les genoux, le médaillon de Sarah caché sous son col. L'accusation exposa les faits avec efficacité. 3 hommes abattus, pas de procès, pas de procédure régulière. Un pur meurtre par vengeance. Ils ont présenté Elias comme un homme dangereux qui avait pris la loi entre ses mains et qui devait être puni avec la plus grande sévérité. Puis ce fut au tour de la défense. Albert Thornton se leva et s'adressa au jury avec une passion tranquille. Il ne nia pas ce qu'Elias avait fait. Au lieu de cela, il fournit le contexte. Il présenta des documents montrant que les 3 hommes décédés étaient recherchés dans plusieurs territoires. Il présenta des témoignages provenant des villes qu'ils avaient traversées, laissant derrière eux la maladie et la mort. Il a ensuite appelé Margaret à la barre. Elle s'est avancée lentement, consciente que tous les regards étaient braqués sur elle. Elle a posé la main sur la Bible et a juré de dire la vérité. Puis elle s'est assise et a regardé la salle d'audience. Madame Alice, a commencé Thornton, pouvez-vous dire à la cour comment vous avez connu l'accusé? Margaret raconta l'histoire simplement. La tempête, la gare. Elias apparaissant comme une réponse à une prière. Elle ne savait pas comment prier. Sa voix était calme lorsqu'elle décrivit l'hiver dans la cabane. La gentillesse d'Elias, son chagrin, sa décence fondamentale. Vous êtes-vous jamais senti menacé par M. Boone? Demanda Thornton. Jamais. Pas une seule fois. Vous a-t-il jamais demandé quelque chose en échange de son aide? Non, il n'a rien demandé. Il n'attendait rien. Le procureur tenta de remettre en cause son témoignage lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'elle était influencée par son affection. Margaret le regarda droit dans les yeux. Je suis influencé par la vérité, monsieur. Je sais ce que j'ai vécu. Je connais l'homme que j'ai appris à aimer. Et je sais que les gens bien sont capables de choses terribles lorsque le chagrin les brise. La question n'est pas de savoir si M. Boone a mal agi. Il l'a fait. La question est de savoir si la clémence est possible pour un homme qui a passé 5 ans à se punir lui-même et qui s'est présenté volontairement pour faire face à la justice. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge rappela l'ordre. Marshall Reed témoigna ensuite, expliquant les circonstances de la reddition d'Elias. L'adjoint Miller parla de sa sœur et de la nature des hommes qu'Elias avait tués. Même l'adjoint Hawthorne, lorsqu'il avait été appelé à la barre, a admis à contre-cœur qu'Elias s'était montré coopératif et pacifique lors de son arrestation. Enfin, Elias lui-même a pris la parole. Il n'a pas cherché à défendre ses actes ni à les minimiser. Il a simplement dit la vérité sur Sarah et Emma, sur la fièvre, sur la traque des hommes qui en étaient responsables et sur le fait de les avoir abattus, sur les 5 années d'isolement et de culpabilité. « J'ai mal agi », a-t-il déclaré d'une voix qui a résonné dans la salle d'audience silencieuse. « Je le sais. Je le sais depuis ce jour. Si je pouvais revenir en arrière et faire un autre choix, je le ferais. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est accepter les conséquences de mes actes et d'essayer d'être un homme meilleur à l'avenir. » Il regarda directement le jury. « Je ne demande pas votre pardon. Je demande une chance de me racheter, de mener une vie qui honore les personnes que j'ai perdues, au lieu d'aggraver leur mort par davantage de violence et de gaspillage. » Le jury délibéra pendant 4 heures. Margaret resta assise, raide, sur son siège, respirant à peine. Madame Patterson était venue s'asseoir à côté d'elle, lui offrant un soutien silencieux. Albert Thornton faisait les 100 pas dans le couloir. Elias fut renvoyé dans sa cellule pour attendre. Lorsque le jury revint, le président se leva. «
Nous déclarons l'accusé coupable d'homicide involontaire dans la mort de 3 hommes. Le cœur de Margaret se serra. Coupable, mais d'homicide involontaire, pas de meurtre. C'était déjà quelque chose, cependant, a poursuivi le président. Nous recommandons la clémence dans la sentence compte tenu des circonstances extraordinaires et du caractère de l'accusé, tel que témoigné par plusieurs témoins. Le juge, un homme âgé au regard intelligent, a étudié le verdict. Puis il regarda Elias. Monsieur Boone, vous avez été reconnu coupable d'avoir pris 3 vies. C'est un crime grave qui ne peut rester impuni. Cependant, cette Cour reconnaît la provocation dont vous avez été victime et votre coopération avec la justice. Je vous condamne à 5 ans de prison territoriale avec possibilité de libération anticipée pour bonne conduite. 5 ans, pas la mort, pas la prison à vie. 5 ans. Margaret sentit des larmes couler sur son visage. C'était dur, mais c'était supportable. C'était un espoir. Après le prononcé de la sentence, elle eut le droit de passer un bref moment avec Elias avant qu'il ne soit emmené. Ils s'étreignirent à travers les barreaux et il murmura. 5 ans. On peut tenir 5 ans. J'attendrai, promet Margaret. Je viendrai te voir tous les mois. Et quand tu sortiras, on se mariera et on commencera notre vie. N'attends pas si quelque chose de mieux se présente, dit-il. Mais elle savait qu'il ne le pensait pas. Rien de mieux ne se présentera. Tu es tout pour moi, Elias Boone. Il l'embrassa alors, désespérément et tendrement. Puis les gardes arrivèrent et l'emmenèrent. Margaret resta dans le couloir du tribunal à le regarder s'éloigner. Madame Patterson passa un bras autour de ses épaules. 5 ans, dit doucement la femme plus âgée. Ça passera plus vite que tu ne le penses, je sais. Margaret toucha le médaillon à son cou. Et je serai prête quand il rentrera. Elle sortit du tribunal sous le soleil printanier. Le monde était vert et en pleine croissance. Quelque part dans les montagnes, la cabane était vide, mais elle attendait. Et quelque part, dans quelques années, un mariage l'attendait, une vie l'attendait, un avenir fondé sur l'amour et le pardon, et le refus obstiné d'abandonner. Margaret Ellis avait tout perdu 2 fois. Mais elle avait aussi trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre, qui valait la peine d'attendre, et elle pensait que c'était cela, survivre, endurer, espérer. Elle retourna à la pension la tête haute, comptant déjà les jours jusqu'à sa prochaine visite, planifiant déjà la vie qu'il construirait quand Elias rentrerait à la maison. L'histoire de la veuve et de l'homme des montagnes était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer.